Alexandra Henrion-Côte, bonjour. Merci d'accepter cette interview pour le magazine Nexus. Alors, vous êtes généticienne et ancienne directrice de recherche à l'INSERM. Vous avez publié dans les domaines suivants, sur l'épigénétique, la formation de la mémoire à long terme, les maladies respiratoires et du foie de l'enfant, la recherche sur le génome du vivant et des virus. Vous êtes spécialiste de l'ARN et on verra pourquoi c'est important. Vous avez fondé l'Institut de recherche Simplissima qui vise à répondre à des problèmes de santé publique. Donc vous avez un parcours très qualifié pour pouvoir apprécier la gestion de la crise du coronavirus et puis les contours de cette épidémie. Première question pour comprendre un petit peu votre milieu. Comment fait-on pour être chercheur en France et directeur de recherche à l'INSERM? D'accord. Bonjour d'abord et merci de m'accueillir. Je crois que nous avons en commun des problématiques de santé publique et de solutions simples à préconiser. Donc merci, merci pour le travail que vous faites. Pour devenir chercheur, déjà il faut une passion à la base parce qu'en fait c'est un long parcours et qui... Lorsque c'est chercheur dans le domaine académique, c'est-à-dire public, en l'occurrence, ça a été de passer un concours national, le concours national de l'INSERM pour devenir chargé de recherche. C'est devant des pairs qui sont une vingtaine, donc une vingtaine d'autres chercheurs qui jugent de votre capacité à être chargé de recherche ou non. Après, évidemment, il y a des enquêtes comme pour tout fonctionnaire. Et puis, plus tard dans la carrière, certains chercheurs ont envie d'évoluer pour diriger des recherches. Alors pour cela, ils passent un diplôme universitaire qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches, qui est indispensable pour pouvoir, par exemple, mener à bon port des étudiants en thèse et qu'ils passent leur doctorat. Et puis, une fois qu'on a son habilitation à diriger des recherches, on peut avoir une petite équipe, mais quand les choses s'étoffent davantage, on a en général envie, enfin pas en général, mais certains ont envie de passer le cap du directeur de recherche. Et là, à nouveau, on se retrouve dans un concours qui est assez intéressant parce qu'on est mis en concurrence avec des chercheurs du monde entier. C'est-à-dire, par exemple, lorsque j'ai passé le concours de directeur de recherche, il y avait des Italiens qui étaient intéressés d'avoir une position statutaire et donc qui passaient aussi le concours de directeur de recherche. Et puis, voilà. C'est le plus haut grade pour un chercheur. Du coup, c'est absolument, après directeur de recherche, il y a plus rien. Il y a des échelons, mais des échelons académiques, enfin des échelons administratifs, pardon. D'accord. Alors, dans une interview donnée à Sciences et Santé en septembre 2013, vous avez déclaré, après avoir remporté le prix Eisenhower Fellowship, « Je préfère agir plutôt que d'attendre d'être en difficulté ». La seconde question, c'est pourquoi avez-vous décidé d'agir dans cette crise sanitaire? Votre question est tout à fait aiguë parce que compte tenu de toutes les attaques basses et viles que je peux vivre, ça a toute son importance. J'ai préféré agir et pour moi l'action était dans la transmission des informations que je comprenais et des informations que je ne comprenais pas parce que il y a un moment où l'action c'est peut-être de faire des recherches et des découvertes et puis il y a un moment où quand on est face à une situation inédite comme celle qu'on vit, il me semble que la prise de parole devient fondamentale pour donner un éclairage juste autre. C'est-à-dire, le but n'est pas de dire que moi je détiens la vérité, ma conviction est que nul ne détient la vérité, mais que beaucoup se sont exprimés comme étant les détenteurs de cette vérité. Alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui vous a fait sortir de votre posture? D'ici jusque-là, on ne vous connaissait pas en France. Qu'est-ce qui vous a fait décider d'agir et de nous apporter un point de vue tout à fait différent de celui que l'on a?
La notion d'injustice est pour moi un moteur dans la vie, c'est-à-dire qu'effectivement, si j'ai choisi d'être chercheur et non pas médecin, c'est parce que j'avais cette espèce de conviction que quand on était chercheur, on apportait des solutions à beaucoup et que finalement, face à cette injustice qu'on voyait, qui est la maladie, par exemple, eh bien, il est pour moi fondamental de me mettre en action et d'essayer de participer à limiter cette injustice. Donc, dans le cas présent, alors, dans mon passé, j'ai toujours considéré que ma seule communauté d'expression, c'était la communauté scientifique. Et donc, j'allais dans la cave, comme je disais, et c'est toujours ce que je fais du reste. Je vais dans la cave, c'est-à-dire dans le laboratoire. Là, on travaille avec mon équipe. Alors, dans le temps, je travaillais seule. Après, je travaillais en équipe. Et j'engrange des résultats. Et une fois qu'on a engrangé des résultats, il donne un paquet de faisceaux de compréhension. Et là, il s'agit de sortir et de communiquer et de partager ce qu'on a compris. Et l'injustice, quand elle s'accumule un petit peu trop, elle me fait aussi sortir. Donc en fait, il y a l'accumulation de connaissances et puis une accumulation d'injustice. Et l'accumulation d'injustice, historiquement, c'est en 2011 que j'ai commencé à véritablement prendre la parole. C'était sur la question de l'embryon humain qu'on pensait, que la loi de bioéthique proposait de traiter comme un matériau de laboratoire. Et donc, sans aucune autre conviction que éthique, humaniste, nous avons été des centaines de signataires sur une pétition que j'ai fait circuler et qui permettait de dire que non, pour un certain nombre de scientifiques et de médecins, ce n'est pas le cas. Dans le cas de l'injustice Covid, il y a une injustice de traitement avec une injustice d'état de compréhension de la population, qui est pour moi, encore une fois, insupportable. Et donc, je n'étais pas dans l'état d'avoir envie de prendre la parole, mais là, j'ai été véritablement sollicitée par un certain nombre de personnes qui m'ont dit « il faut absolument que tu partages ce que tu comprends, parce que nous sommes dans un noir absolu ». C'est pour ça que j'ai pris la parole assez tôt par rapport à plein de collègues. Mais c'est-à-dire que pour vous, le récit du coronavirus que l'on a des autorités gouvernementales n'est pas bon. C'est-à-dire que le récit... c'est-à-dire que très vite, on a présenté les choses comme si on comprenait tout et qu'on avait des certitudes. Et que ces certitudes émanaient d'un consensus scientifique. Comme quoi, par exemple? Typiquement, l'origine du virus. Donc, le virus sort et effectivement, vous avez tout de suite eu l'histoire du marché. Enfin, vous comprenez bien. Le pangolin. Le pangolin, puis après, non, c'était pas le pangolin, c'était la chauve-souris, puis après, c'était à nouveau le pangolin. Enfin, c'est un espèce de jeu qui est assez malsain parce qu'il était quand même présenté comme le seul récit. Comme on dit en anglais, le storytelling, la façon de raconter l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez vite déstabilisée parce que je me suis, dès le début, intéressée évidemment à la séquence et la séquence lorsqu'elle a été publiée. Et la séquence du SRAS-CoV-2 présentait une originalité hors du commun par rapport aux autres coronavirus. Pourquoi ? En fait, dans ce virus a un certain nombre d'informations pour pouvoir effectivement infecter les cellules. Une de ces informations, c'est ce qu'on appelle la protéine S. C'est d'ailleurs sur cette protéine que énormément quasiment toutes les stratégies vaccinales sont générées. La protéine S est une des informations du génome de ce virus et elle est constituée de deux éléments, S1 et S2. Dans tous les coronavirus, S1 et S2 sont juxtaposés. Et dans ce coronavirus SRAS-CoV-2, elles sont écartées par l'insertion d'une séquence qui a pour originalité de conférer aux cellules humaines la possibilité d'être infectées par ce virus. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le gain de fonction.
qu'une telle information de gain de fonction arrive dans un virus, pile au niveau de la jonction S1, S2. Si ce gain de fonction avait été placé ailleurs, est-ce qu'il aurait eu une efficacité ou est-ce qu'il faut qu'il soit exactement placé entre S1 et S2? Je ne connais pas la réponse à votre question. Il faudrait demander à des virologues. C'est une très bonne question. Mais ça mérite le débat, en fait. Ah, ça mérite le débat. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a une telle insertion, enfin l'existence d'une séquence qui n'existe pas dans les autres coronavirus, ça mérite le débat. À partir du moment où le temps de collecte des chauves-souris et pangolins qu'on dit avec certitude être porteurs du SARS-CoV-2 chevauche le temps plausible de l'apparition du virus chez l'homme, ça mérite de se poser des questions. Donc en fait, comme toujours, je n'ai aucune certitude. En revanche, je considère qu'il n'est pas scientifique, vu le faisceau d'informations que nous avons, pour écarter du geste de la main le consensus scientifique dit que l'origine du virus ne peut pas être humaine. Mais est-ce que tous vos collègues disent que ce consensus est avéré ou alors... Non, on est à plusieurs collègues à avoir eu la même... Alors ça c'est assez sympathique, on s'est retrouvés avec des formations différentes, y compris de biochimistes, à avoir la même observation à la base de certains articles que nous avions lus, et en train de se dire, mais c'est quand même curieux. Et à partir du moment où on dit c'est curieux, c'est que donc l'hypothèse reste tout à fait plausible. Elle ne peut pas être écartée, c'est tout ce que je dis. D'accord. Est-ce que l'être humain sait faire ça? Est-ce que le génie génétique... Alors ça, il y a une Chinoise qui a fait un papier assez génial qui montre, qui montre les différentes étapes de fabrication du SARS-CoV-2. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne dit pas le SARS-CoV-2 est forcément d'origine humaine, elle dit, enfin d'origine de création humaine, elle dit si jamais on est un laboratoire et qu'on veut développer, construire par un jeu de petites pièces de puzzle un SARS-CoV-2, voilà comment on s'y prend. C'est une démonstration finalement un peu par l'absurde de dire que le virus SARS-CoV-2 peut faire l'objet d'une construction par un laboratoire. Si on veut le faire, on sait le faire. Si on veut le faire, on peut le faire. D'accord. Alors, est-ce que ça, du coup, ça porte l'attention sur le fameux laboratoire P4, inauguré par la France, dans la région de Wuhan, en 2017, mais dont le questionnement a été très vite balayé par les médias officiels. Est-ce que pour vous, c'est forcément, si on s'intéresse à cette hypothèse, lié à ce type de laboratoire, ou est-ce que ça peut être fait dans d'autres circonstances? La suite d'un virus qui serait créé dans un laboratoire n'est pas de mon ressort. Je ne le connais pas. Moi, je suis un simple chercheur qui, au niveau de mes connaissances de biologie moléculaire, constate que nous pouvons le construire. Après, comment est-ce qu'on sort la piste accidentelle ça n'est pas dans mes compétences. Effectivement, donc rien n'est à éclarter. C'est à une commission d'enquête de faire le travail finalement. Sachant que si jamais, et c'est pour cela que je dis qu'on n'aura jamais la réponse à ces questions, parce qu'il me semble que, en tout cas, si j'étais le laboratoire P4 dans lequel a été ou construit ce virus, ou que ce virus construit ailleurs est venu chez moi, et qu'il il infecte des hommes et que la contagion est assez suffisamment massive pour être hors de contrôle, la première chose, c'est effectivement, c'est de détruire les preuves d'existence. Donc ça s'appelle des cahiers de laboratoire qui d'habitude sont là, mais je pense qu'effectivement, compte tenu des enjeux économiques, de dommages et intérêts que les différents pays
pourrait être en droit de demander, il y a tout intérêt à détruire les preuves. Donc ça n'est pas du complotisme ce que je fais, c'est simplement de raconter comment ça peut se faire. Finalement, pour moi, il y a plus de complotisme à dire l'origine du virus, elle est forcément animale. Pourquoi il y a plus de complotisme? Parce qu'en fait, c'est apporter des certitudes là où il ne peut pas y avoir de certitude. Donc pour vous, c'est comme un déni de réalité. Pour moi, c'est une simplification, une sursimplification dangereuse. D'accord. Qui porte atteinte à l'économie mondiale, en l'occurrence. Donc les conséquences sont très graves. Est-ce que ça change l'appréciation de la piste des traitements par rapport à ce virus, s'il a été créé ou non, ou alors pas du tout? C'est encore une question très intéressante. Je vois que vous êtes un homme libre. Dans l'absolu, ça devrait, ça pourrait. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des séquences que je mets, je peux avoir d'entrée de jeu des hypothèses de traitement basées sur le fonctionnement que du coup je peux prédire du virus. Ça, c'est dans l'absolu. Dans la réalité, dans l'absolu théorique, dans la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Parce que si jamais on considère, par exemple, que donc effectivement ce virus est une construction artificielle, lorsqu'on regarde la séquence, elle aurait dû être très méchante, mais beaucoup plus méchante que ce qu'elle n'a été. Et donc, d'une certaine façon, c'est là où on voit l'humilité qu'on doit avoir, c'est-à-dire que rien que sur la séquence, on était à droit de s'attendre à des létalités comparables au SRAS ou aux MERS. Et on n'a jamais atteint ces létalitées-là. Elle était à combien, la létalité? Elles étaient jusqu'à 30%, 40%. Oui, c'est des chiffres qui sont en toute disproportion par rapport à ce SARS-CoV-2. Sur le SARS-CoV-2, on est à combien en létalité? Actuellement, on doit être à 0,5% de létalité. Il faudrait le vérifier parce que je n'ai pas. À peu près sur les chiffres, c'était cela, effectivement, officiellement. Voilà. Sachant que, et ça j'aimerais quand même insister, c'est quand même, il y a une grosse variabilité de ce taux de létalité d'un pays à l'autre. Pourquoi? Seule la prise en charge peut l'expliquer. Donc effectivement, typiquement en Allemagne, si vous regardez les courbes d'excès de mortalité sur le premier semestre 2020, il ne s'est strictement rien passé. Donc vous voyez, pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins que toutes les autres années. Donc c'est assez... dans certains pays, ça a été même moins. Peut-être du fait du confinement, finalement, qui a fait que les gens ne sont pas sortis. Quand même, les accidents de la route, de circulation sont quand même une cause assez importante des accidents. Donc voilà, du coup, cette absence d'excès de mortalité dans certains pays doit nous attirer l'attention sur le fait que donc... puisque le virus a circulé aussi dans leur pays, c'est donc qu'il n'y a rien à craindre de ce virus. C'est bien cela qu'on est en train de dire. C'est que nous avons les moyens de prendre en charge le virus au point de ne pas créer de surmortalité dans nos pays. D'accord. Mais alors comment vous expliquez toute cette folie des tests? Qu'est-ce que vous avez à dire sur la politique actuelle de tests massives? On en est presque, je crois, à 1 million de tests par semaine, avec des cycles d'amplification qui apparemment sont assez élevés par rapport à d'autres tests. D'ailleurs, vous nous expliquiez également que d'un pays à l'autre, chaque test a ses particularités. Absolument. Ses façons de... Alors, en termes de cycle, d'amplification, tout ça. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui des tests qui sont réalisés en France, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous éclairer sur la pertinence de cette politique sanitaire? Ces tests PCR, c'est un domaine que je connais bien, non seulement parce que
Dès mes premières années de thèse, j'étais en charge des services de commande de PCR. Donc c'était mon domaine. Vous savez, on distribue les responsabilités et que dans le cadre de mon institut à Simplissima, nous avons mis au point les conditions de tests positifs ou négatifs à partir de kits existants. Donc nous avons mis les conditions au point, nous avons le test que nous savons réaliser. Alors, ce test, il pose évidemment plusieurs problèmes. Il faudrait revenir sur, en fait, ce test, il sert à quoi? Ce test qu'on appelle PCR, et donc c'est très important de le dire par rapport aux autres tests. Donc c'est le test qu'on fait quand on vous met les couvillons en nasopharyngée ou dans le fond de la gorge. Eh bien, ce test PCR, il va attester de la présence ou de l'absence de séquences du virus. La séquence du virus, c'est son matériel génétique. C'est sa signature? C'est plus que ça, c'est son disque dur. Et un virus a la particularité de ne pas être considéré comme vivant, comme un être vivant, parce que à partir de son petit disque dur, qui fait finalement ce qu'il est, il n'a la possibilité de rien. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un virus sur cette table, il n'est capable de rien. Il ne se reproduira pas. Il ne se reproduira pas. Il a besoin pour cela d'infecter un hôte. Voilà, un gentil hôte, donc les fameuses cellules. Et donc, détecter la présence de sa séquence n'impute rien d'autre que nous avons détecté la présence de son disque dur, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il est en train de se répliquer dans vos cellules, ni à quel degré il est en train de se répliquer. Donc c'est présence-absence de séquences nucléiques qui effectivement traînent quand même très largement, surtout sur un virus qui circule déjà depuis décembre au minimum de ce qu'on sait en France. Donc vous imaginez bien que ce virus, on va le retrouver. Ça semble logique. Donc, ce que vous dites, juste pour bien comprendre, oui. C'est-à-dire que le virus, une fois qu'on a été en contact avec lui, des mois après, on peut se révéler positif à ce genre de test PCR parce qu'il va détecter un bout de matériel génétique de ce virus, mais dont l'activité est à zéro. Alors je ne sais pas dans le temps. Des mois après, on ne connaît pas la réponse à votre question. Sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas avec certitude, mais ça tous les laboratoires le savent, tous les laboratoires d'analyse rapportent que lorsque on est positif en PCR, on a entre, on va dire, 64% et 90% de chances de n'avoir aucun symptôme. Ça veut dire donc que ce que je vous dis est la stricte vérité, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu que le virus était présent, ça n'infère rien d'autre que le virus est présent chez la personne. Donc ça, c'est un aspect qui est effectivement fondamental. L'autre aspect qui est fondamental sur ce problème du test, et donc, qu'est-ce qui est important dans une épidémie? C'est quand même les décès, puisqu'en fait, c'est ça qui va déterminer la dangerosité. Et c'est ça qui va déterminer la mise en œuvre de mesures, comme on dit, sanitaires, voire d'urgence sanitaire. Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention sur l'état de la situation en France aujourd'hui. Vous avez eu la gentillesse de m'imprimer ce que je n'avais pas pu imprimer chez moi, parce que là mon imprimante est défectueuse. Le cas de la situation en France aujourd'hui, qu'on vous présente finalement médiatiquement très largement. La situation est tout à fait préoccupante, puisque nous sommes là en train de voir une exponentielle, c'est bien une courbe exponentielle qu'on voit. Alors là, on parle de cas. Les cas, c'est quoi? D'habitude, quand on dit cas en anglais, dans notre jargon, c'est des patients. Est-ce que ce sont des patients? Compte tenu du fait que je vous ai dit de 64 à 90% de ces cas n'ont pas de symptômes, on n'est pas en train de parler de patients. Donc déjà, il faudrait peut-être refaire cette courbe par rapport à la présence non seulement de positivité, mais aussi de symptômes.
Donc quand vous regardez cela, je comprends véritablement la terreur de tous, parce qu'on peut se dire c'est une catastrophe, on ne maîtrise plus l'information. Alors, quelle est la réalité sur le seul paramètre qui finalement est un intérêt, puisque c'est ça qui, encore une fois, détermine la dangerosité, la létalité. Nous sommes en train de montrer ici la courbe des décès en France depuis février de cette année jusqu'à octobre, 12 octobre. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la même exponentielle que ce que je vous ai présenté? Ou vous voyez rien du tout et un petit peu des petites choses. Est-ce que ce petit truc... Alors ça, c'est le pic épidémique qu'on a vécu et qui était tout à fait préoccupant et lors duquel j'aurais bien aimé que quand même on ait à disposition des masques parce que forcément c'est quand même intéressant parce que rien ne remplace la distance physique et le fait de se laver les mains, mais des masques quand on est en pleine phase de contagion et qu'en plus puisque là, on voit bien, on est en train d'être confiné. Donc finalement, ce pic épidémique, on le vit dans nos familles. Et donc, dans nos familles, être à 1 mètre de distance, ça devient compliqué. Parce que quand vous n'avez pas un 500 mètres carrés chez vous... la dernière chose à faire, c'était de se confiner. Et c'est pour cela que les études montrent l'inefficacité du confinement. Parce qu'effectivement, il y a... Donc ça, c'est pour bien comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé. Et qui fait que d'ailleurs, tout le monde a vu des ambulances, etc., des hôpitaux pleins. Les images qui tournent en boucle actuellement sont des images de patients qui sont positifs parfois en PCR, mais qui ne sont pas des patients Covid, puisque vous voyez bien de vous-même qu'on est en train de parler d'un événement qui n'a rien à voir. Et vous voyez même que c'est assez intéressant, c'est qu'il y a eu une espèce de si on peut dire une remontée, et puis qu'on a l'impression qu'elle est plutôt en train de descendre. Ah non, non, on n'est même plus en plateau, là, on est en... Donc ça veut dire que cette loupe médiatique qui est faite sur cette partie-là. C'est ça, elle est là-dessus, et puis elle nous la présente comme ça. Ouais. Alors évidemment, on panique. Mais sauf qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, et leur contexte, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'actuellement, on est à 50-80 morts par jour en France. 50-80 morts par jour en France, c'est toujours des morts de trop. Cependant, ce ne sont des morts qui ne justifient aucune mesure sanitaire, ni de parler de crise sanitaire. C'est-à-dire que si on parle de crise sanitaire, on est en train de mentir. Puisque là, il y a, ça, c'est un préoccupant. Ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut le contrôler, il faut le vérifier, il faut garder, mais il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que ça ne mérite aucun traitement particulier, autre que celui qu'on a pour la grippe, que celui qu'on a pour des pathologies, on va dire, habituelles. Une épidémie sans mort, ça n'existe pas. Une épidémie... avec très peu de morts. Alors, on va pouvoir éventuellement parler d'épidémie, mais pas de crise sanitaire. En fait, le problème, c'est que du mot épidémie, on est parti sur l'urgence sanitaire, la crise sanitaire, et qui se définit uniquement parce qu'il y a un taux de létalité préoccupant. D'accord. Est-ce que ça veut dire que là, on a changé de paradigme sanitaire et épidémiologique? Si vous pensez que là, il y a une urgence sanitaire, ben, je ne le crois pas. Alors comment certains de vos... Et ça, c'est d'ailleurs, c'était quelque chose qu'on pouvait anticiper. Hein, de tous les coronavirus qu'on connaissait, on savait que l'histoire de la deuxième vague, elle ne tenait pas. Et encore plus, alors là, suspicieux, c'est un peu comme tout à l'heure, on disait certitude sur l'origine animale. Bon, moi, je ne peux pas avoir de certitude sur ce domaine-là. Et de la même façon, certitude sur une deuxième vague. C'est préoccupant de voir des consensus qui apparaissent avec des nouveaux virus qu'on n'a jamais vus auparavant. C'est toujours préoccupant. Et là, on est en train de nous faire le coup de la troisième vague et la quatrième vague, je l'ai entendu. Donc, l'avantage, c'est qu'on sait à l'avance qu'ils vont la faire. Parce qu'effectivement, si ça, c'est une deuxième vague, là, je ne m'y entends plus. Mais alors, est-ce que ça révèle des conflits d'intérêts majeurs de certains de vos confrères qui sont sur tous les plateaux télé? Je vous arrête tout de suite parce qu'en vérité, je souhaite que nous reconstruisions ce qui a été détruit. J'ai deux collègues, pas une série de scientifiques, mais deux collègues qui se sont exprimés à mon encontre de façon très déplacée
et désagréable et mensongère. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est rapporté n'était pas exact. Par exemple, on me parle d'une collaboration, il n'y a jamais eu de collaboration. Il y a eu la demande d'un chercheur que je prenne sa suite et sa succession dans l'activité qui était la sienne. Ce n'est pas exactement collaborer. C'était quoi l'attaque qui vous a été faite? Écoutez, franchement, je vous dis, de la même façon que je ne veux pas attaquer aucun de mes confrères qui sont sur les plateaux actuellement, je ne souhaite pas attaquer ceux qui m'ont attaqué. Je pense que ceux qui jouent ce jeu jouent un jeu très dangereux à un moment où le pays est à genoux sur tous les niveaux, que ce soit le niveau financier, c'est-à-dire que tout le monde a un mal terrible à réussir à garder son travail, à réussir à travailler. Je ne parle pas de tous ceux qui ont déjà fermé leurs activités. Ceux qui essayent de se maintenir en bonne santé et qui n'y arrivent pas parce qu'effectivement, ils éprouvent une fatigue très importante à porter le masque à longueur de temps. Et si vous leur demandez, la seule chose qu'ils ont envie, c'est de se débarrasser de ce masque, etc. Donc, on est aux indicateurs en rouge. Alors là, pour le coup, je vais dans le sens du gouvernement. La France est en rouge, mais pas en rouge à cause du Covid, en rouge à cause des mesures qui mettent ce pays à plat d'une façon préoccupante, parce que le stress, vous le savez, j'ai vu vos articles très intéressants, le stress est un élément majeur de déclencher des maladies très sérieuses, et notamment des maladies génétiques. Oui, c'est un article qu'on avait relayé en plein confinement d'ailleurs de l'INSERM, qui rappelait une étude qui avait été faite sur ce sujet. Donc, affaiblissement du système immunitaire en cas de stress chronique. Là, on voit bien que ça fait quand même des mois et des mois qu'on est quand même en stress chronique. C'est ça. Sur la peur de la mort, la peur du virus, la peur de contaminer ses proches. C'est ça. Donc, il y a une complète stratégie opposée à ce qu'il faudrait faire finalement. C'est-à-dire que renforcer le système immunitaire serait une priorité. Pour le moment, on est plutôt en train de nous angoisser. Mais on reviendra sur ce point à la fin, parce que je pense que c'est intéressant de parler de comment stimuler notre système immunitaire face aux maladies en général, pas que contre le Covid. Ceci étant dit, une façon de résumer ce que vous venez de dire, c'est pour moi une gestion de crise totalement disproportionnée et systématiquement dans les mauvaises phases. Lorsqu'il faudrait... On est à rebours, finalement. C'est même pas à rebours, c'est à contre-temps. On confine quand il ne fallait pas confiner, parce que l'épidémie est en train de flamber. On nous explique que ça va lisser la fréquentation des lits. Et en vérité, lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Suède, qui n'a pas confiné, on voit qu'au contraire, ils ont eu un étalement. Parce qu'effectivement, pour qu'une épidémie se propage, elle prend quand même un petit peu de temps. Tout le monde ne tombe pas malade, pouf, magiquement, au même moment. En revanche, confiner des gens malades entre eux, là, c'est plus rapide. Oui. Donc, c'est effectivement exactement le contraire de la courbe. Je vous rappelle, parce qu'en fait, je me souviens, il m'avait fasciné. Il me semble que Olivier Véran nous avait montré que pour éviter cela, et pour arriver à cela, il fallait confiner. Et là, quelques mois après, je reviens et je dis, voilà, ça c'était la théorie, n'est-ce pas? Et voilà ce que nous avons vécu. Ça s'appelle asymptotique zéro, hein, quand même. Hein. Ça ne s'appelle pas une deuxième vague. Revenons juste au test PCR. Qu'est-ce que la plaque cribiforme? Ah oui, celle-là, elle a fait... j'ai été malheureusement coupée dans mon élan la dernière fois lorsque j'étais en train de parler à l'un de vos confrères journalistes, parce que j'expliquais, je commençais à expliquer tout ce que je connaissais. Donc voilà. Ces tests PCR, il y a beaucoup de scandales qui les concernent. Le premier scandale, me semble-t-il, c'est la façon dont ils sont réalisés. Je m'explique. Des tests PCR, comme ils ont la puissance d'amplifier des séquences nucléiques, on peut le faire dans toutes nos sécrétions. Typiquement dans la salive. Et si jamais on veut savoir ceux qui sont rentrés dans la cellule, on a besoin de prendre des cellules humaines.
Donc typiquement, ce qui se passe actuellement sur les tests PCR, la façon dont on les fait, on ne prend pas des fluides, mais on prend des cellules des personnes pour justement essayer de détecter s'ils ont ou non ce virus. Et il y a deux façons de faire ces tests qui sont équivalentes et reconnues par la Haute Autorité de Santé comme étant équivalentes. Curieusement, ils parlent d'un et mettent dans l'autre phrase que l'autre marche tout autant, mais ne pratiquent pas cet autre-là. L'autre, c'est, alors, donc, c'est le nasopharyngé, celui que tout le monde connaît tristement, qui est, la façon, qu'est-ce qui se passe? On met un écouvillon, donc c'est, pour moi, on va astiquer une structure qui s'appelle la plaque cribriforme. On va l'astiquer parce qu'effectivement, quand vous mettez un écouvillon, c'est bien ça que vous faites. L'autre test est un autre test, donc ça s'appelle nasopharyngé. L'autre test, c'est un test oropharyngé. Oropharyngé, vous allez astiquer de la même façon le fond de la gorge pour récupérer vos cellules. Et si jamais vous avez peur de ne pas en avoir assez ou d'avoir d'autres sièges de présence du virus, vous allez juste aller dans les fosses nasales, mais d'une façon très externe, c'est-à-dire véritablement comme on se met, pardonnez-moi, le doigt dans le nez. et donc voilà la différence entre ces tests nasopharyngés et oropharyngés. Donc on se dit, pour le bol alimentaire, manger un morceau de pain, ça agresse votre fond de gorge. Donc agresser un fond de gorge ne semble pas avoir des implications majeures. En revanche, agresser une petite plaque qui n'a pas l'habitude d'être touchée, parce que même si vous avez le doigt long, même si vous avez le bras long, vous n'arriverez jamais à atteindre cette plaque cribriforme. Et cette plaque cribriforme, c'est une structure éminemment fragile. Et depuis que j'ai parlé de cette plaque, il y a eu d'ailleurs un accident aux États-Unis d'une femme qui s'est fait effectivement perforer cette structure qui est éminemment sensible et fragile. Et elle a eu des fuites de liquide céphalorachidien qui provoquent effectivement... elle est décédée. Elle en est morte. Voilà. Donc ça, c'est quand même tout à fait terrible parce que qu'est-ce qu'elle intègre, cette plaque cribriforme ? Elle intègre des tas de neurones extraordinairement sensibles qui nous donnent notamment les odeurs et la compréhension des odeurs. Donc on est sur du neuronal, on est sur de la structure. Et effectivement, comme elle est très sensible, cette petite plaque, eh bien, quand on a besoin, sur des pathologies lourdes, d'atteindre le cerveau, on a envisagé que ce serait un mode d'administration remarquable de médicaments, de nanoparticules qu'on pouvait déposer sur cette plaque cribriforme et qui pouvaient aller dans le cerveau. Donc là, il n'y a pas de complotisme de ma part. Je ne suis pas en train de vous dire que quand vous vous faites tester, on est en train de vous déposer des nanoparticules. Je suis en train de dire que cette plaque cribriforme, il ne peut pas être neutre, de vous l'inflammer, parce que passer un écouvillon va forcément provoquer une inflammation, et que c'est une structure qui, au mieux, est habituée à avoir des fluides, mais qui n'est pas habituée à avoir un contact physique. Et comme elle intègre des informations avec des neurones, c'est jamais une bonne idée d'aller exciter ces parties-là. Voilà, c'est ce point important que je voulais faire. L'autre point de donc ça, en vérité, toute personne qui va se faire tester dans un laboratoire doit être, grâce à la Haute Autorité de Santé, doit être en mesure de demander qu'on lui fasse un test oropharyngé et non nasopharyngé. D'ailleurs, par exemple, si vous allez en Espagne, vous ne serez testé qu'en oropharyngé. Vous ne serez pas testé en nasopharyngé. Donc, vous voyez... Chaque pays fait ce qu'il veut. En Suisse, c'est un peu mixte, c'est plutôt nasopharyngé, mais certains font Pourquoi on peut récupérer les cellules à l'entrée de la bouche? On a des cellules, là, on pourrait peut-être éviter d'aller si loin. Alors, après, vous avez quand même le fait que le protocole c'est formidable, vous m'apportez la jonction sur la suite. Le protocole de prélèvement doit être à peu près semblable d'un individu à l'autre. Et la mise au point des techniques permettent de s'assurer qu'on a un résultat et qui est comparable d'une fois sur l'autre. Donc si sur une personne je gratte, je parle les cellules
de la joue et d'autres du fond de gorge, etc. On n'est plus en train de parler des mêmes choses et on est en train de faire ce qu'il ne faut surtout pas faire en mathématiques, d'additionner des choux, des carottes et des navets en disant, voilà, c'est le même résultat. Donc pour vous, ça ne peut pas avoir la même valeur d'interprétation quand ce sont des cellules qui sont prises à tel endroit ou tel endroit. D'abord, il y a le problème de la circulation du virus. Et donc, on ne va pas être sur les mêmes grilles d'interprétation. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que... alors, quand en revanche, on a un test qui fonctionne tout aussi bien comme le test oropharyngé, à ce moment-là, on va sur le test oropharyngé qui est évidemment éminemment plus facile à mettre en œuvre par les techniciens de laboratoire. Ils seront bien plus heureux de mettre cette technique en œuvre parce que c'est beaucoup moins invasif et éminemment moins intrusive pour non pas patient, mais le consommateur, puisque ça c'est aussi un paradigme un peu changé. C'est que d'habitude on allait se faire tester quand on était un patient, voilà, c'est pour ça qu'on allait, voilà, donc on allait dans un laboratoire pour vérifier, diagnostiquer, etc. Mais là, on y va quand on n'a aucun symptôme. On a changé de médecine ou pas? Est-ce que c'est de la médecine que de la consommation? Est-ce que c'est de la médecine que passer dans un niveau où on n'est plus avec aucune indication médicale, comme le fait la loi de bioéthique actuellement? Pour moi, ça n'est plus de la médecine. On n'est plus du tout dans les serments d'Hippocrate. On est dans un changement, une rupture dans l'humanité de la compréhension de ce qu'est la médecine. Donc ce n'est plus un acte médical. Et ça, c'est important aussi que les laboratoires comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, juste pour finir sur les tests, si ça ne vous ennuie pas, c'est sur les choux, les carottes, les navets, que j'espère que les gens peuvent comprendre qu'on n'additionne pas des valeurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les tests, les fameux cas qui font si peur actuellement, ne sont pas additionnent des choux, des carottes et des navets. Pourquoi? Parce que certains kits vont tester sur un gène, 2 gènes, 3 gènes. D'autres vont faire un nombre de cycles de 35 cycles, de 38 cycles. Donc il y a en fait une espèce d'interprétation libre qui n'a pas été... Selon chaque laboratoire, et puis en plus, il y a non seulement le nombre de cycles qui veut dire en fait... Un cycle, il faut le comprendre. C'est imaginez, je stabilobosse les 4 décès. Je stabilobosse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Forcément, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, ça devient de plus en plus foncé. Si ça devient de plus en plus foncé, je suis capable de le voir et de le détecter et de dire « Ah, c'était positif ». C'est ça qu'on fait quand on dit le nombre de cycles. Donc le cycle est là pour amplifier la même information. Voilà. Donc on amplifie jusqu'à la rendre détectable. Jusqu'à comprendre et interpréter, ah, il y a donc un signal. Donc un test où le cycle serait trop élevé n'aurait plus de sens. N'a plus de sens, parce qu'en fait, de toute façon, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on suit des virus, on fait des tests où on va effectivement faire tester on ne va pas utiliser la PCR comme outil de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, la PCR, pour être quantitative, il faudrait avoir développé des contrôles positifs qui seraient faits sur des patients, en l'occurrence. Et nous, nos contrôles positifs, ils sont juste des dilutions de molécules, donc des dilutions du petit virus de la séquence. Donc en fait, ils n'ont pas d'indication, comment dirais-je, physiologique, vous comprenez? Je ne sais pas si je suis claire. Ils ne sont pas équivalents. Ils ne sont pas équivalents à une charge virale. À une charge donnée. À une charge virale, exactement. Alors, si on voulait leur donner un sens, on pourrait potentiellement, il aurait fallu pour cela munir les laboratoires dès le début d'un observatoire des transmissions secondaires. C'est-à-dire, allons dire que je suis un cas contact, donc cas ça ne veut rien dire, contact ça ne veut rien dire non plus, enfin c'est tout ce jargon, ce néo-jargon de cette néo-science néo-covidique, et à ce moment-là, on me teste, on me dit je suis positif, très bien, mais si jamais on ne sait pas si j'ai transmis le virus à autrui, on perd véritablement la granularité de ma contagiosité. Donc ça n'a aucune... En fait, il faut savoir, il faut avoir des symptômes pour se faire tester, sinon ça n'a
aucune indication. Et même actuellement, en France, il faut savoir que quand vous avez des symptômes et que vous êtes positif, il n'a pas été un protocole n'est pas enclenché. Par exemple, le laboratoire pourrait vous dire, puisque vous êtes positif et que vous étiez symptomatique, voilà, vous devez prendre de l'azithromycine et du zinc. Par exemple, ce serait raisonnable. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est à la libre... Il n'y a pas de protocole, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a un protocole de test et de médiatisation de cette maladie, mais il n'y a plus de traitement? Alors, il n'y a pas de... Puisqu'on a tout fait pour décrédibiliser certains traitements, du coup, l'État s'est retrouvé à son propre... Enfin, les entités sont retrouvées prises à leur propre jeu et du coup, n'ont plus osé, oserais-je dire, donner une espèce de protocole, de feuille de route. Par exemple, je prends au hasard l'exemple qui était publié dans Der Spiegel, qui est quand même une source très sérieuse, récemment par nos confrères allemands, et qui disait qu'ils avaient, en février et en mars, en février, commandé 700 000 doses d'hydroxychloroquine, et en mars, 1 million de doses d'hydroxychloroquine, plus mis en œuvre des protocoles d'injection de la vitamine C. Donc, effectivement, on peut, vous savez, l'absence d'excès de mortalité dont je vous parlais, ça fait partie de ces prises en charge. Donc, c'est vrai que ça montre bien ce que je vous dis, qu'il n'y a pas à craindre le Covid, pourvu qu'on mette en rapport les traitements qu'on trouve intéressants à un temps donné. Ça ne veut pas dire qu'ils sont figés dans le marbre, ça veut dire qu'en tout cas, ils ont l'air de fonctionner. D'ailleurs, on n'a plus du tout entendu parler des études Discovery, Recovery, Covid. Ça, pareil, je me permettrai de ne pas aller dans ce domaine qui fait l'objet de tellement d'informations qui montrent que... Enfin, voilà, il y a... En tout cas, l'État et le gouvernement avaient annoncé ça en grande pompe. Et c'est tombé un peu, voilà. On n'a plus du tout de nouvelles. Oui. Je ne veux vraiment pas rentrer là-dedans, mais visiblement, voilà, il y a des études ont été abandonnées parce que certains bras qu'on ne voulait, enfin certains bras, ça veut dire certains groupes montraient l'efficacité de ce qu'on ne voulait pas montrer comme étant efficace. Donc dans ces cas-là, on arrête et on arrête net. Donc franchement... c'est pour ça que là, on tombe dans le complotisme. Vous voyez, il y a un moment où... donc, en fait, je me dis, mais vaut mieux même plus regarder tout ça parce que c'était effroyable. C'est-à-dire que ça fait froid dans le dos, quoi. Bien sûr. En tout cas, ce qui est certain... Allons sur ce cas de positif. Alors, sur ce cas de positif, c'est ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que... Il n'y a presque plus rien. En tout cas, on est sans une mesure presque 50, 100 fois moins... On ne peut pas parler d'épidémie. Donc, on ne peut pas parler de deuxième vague. Parce que ça serait... si on parle d'une deuxième vague, on serait en train de parler d'une épidémie. Vous comprenez? Voilà. Et là, vous ne voyez pas d'épidémie, vous voyez qu'il y a un certain nombre de cas. Et ça donne lieu à ces propos surréalistes de le virus circule, le virus circule vite. On a l'impression qu'il est vivant, finalement. En fait, d'un être non vivant, il passe par la case d'un animal qui circule. C'est ce que certains appellent aujourd'hui la coronafolie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de science, il n'y a plus de médecine, il n'y a plus de statistiques, de mise en perspective statistique. Il n'y a qu'un focus sur l'angoisse, un effet loupe sur la petite bout de courbe qu'on a à la fin de ce graphique. Et effectivement, si on met une loupe là-dessus, on a l'impression que c'est une montagne. Donc, ça, c'est accessible sur Worldometers. C'est le site d'ailleurs que beaucoup utilisent. On mettra le lien en description, effectivement, pour que les gens puissent vérifier. C'est ça, c'est important. C'est des données. Pareil pour mes excès de mortalité, les excès de mortalité dans les pays européens, dans de très nombreux pays européens, notamment le Portugal, de la même façon, alors que l'Espagne a flambé. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même important que les gens... au lieu de subir ce flux incessant d'informations stressantes, j'aime pas le mot anxiogène parce que anxiogène, ça veut dire que ça génère potentiellement de l'anxiété. Mais en l'occurrence, elles ne sont pas anxiogènes, elles sont stressantes. Parce que quand vous voyez que ça flambe,
c'est pas être anxiogène, là, ça, vous stressez immédiatement. Et vous avez raison de stresser. Donc, vous voyez, c'est toute la difficulté d'être précis avec ce qu'on dit. D'accord. Pour finir, parce que c'est vrai que, comme vous disiez, hein, il y a des choses positives, et effectivement, tous les éléments stressants, on les connaît déjà. On est rabâché à longueur de journée sur ces informations-là, mais il y en a d'autres informations qu'on ne voit pas beaucoup à la télévision. Et on va tenter quelque chose d'assez novateur, c'est de parler de notre système immunitaire, parce qu'il a l'air d'exister encore. Et puis des masques aussi, parce que quand même, il y a quand même ce scandale des masques qui est quand même important. Hein. Pour vous, le porter en extérieur ? Ah ben oui, parce qu'en fait, moi je vais citer simplement, si vous me permettez, je vais citer l'OMS. Hein. L'OMS écrit, à l'heure actuelle, on ne dispose pas encore de données factuelles directes de qualité, donc la qualité scientifique, ça existe hein, quand même, qui attestent de l'efficacité du port généralisé du masque par des personnes en bonne santé, dans la communauté, et il faut procéder à un bilan des avantages et des inconvénients à cet égard. Ça tranche complètement avec ce qu'on entend. Ça tranche complètement, et l'OMS insiste sur le fait, dans sa dernière publication sur le masque, sur le fait que les masques médicaux, chirurgicaux, FFP, N95 doivent être utilisés seulement par des professionnels de la santé ou soignants, et seulement face à des malades présentant des symptômes. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas une complotiste anti-masque, je ne suis pas une rassuriste, je ne suis rien du tout, que je suis qu'une scientifique qui essaye de faire entendre différents sons de cloche, de montrer aux gens qu'ils peuvent avoir accès aux données sans être scientifiques et comprendre par eux-mêmes. C'est peut-être ça qu'on me reproche, c'est qu'effectivement je considère qu'il n'y a pas de connaissances qui ne puisse être que celle d'une élite. Il y a des personnes qui auront du difficulté à vulgariser, et c'est très difficile de vulgariser. C'est pour ça que, par exemple, quand je m'exprime, je dis beaucoup de « eux », parce que j'essaie de traduire le langage scientifique dans une simplification qui correspond le plus possible, mais c'est-à-dire sans trahison, donc de traduire sans trahison le langage scientifique. Ça prend un petit peu de temps et d'adaptation, et certains considèrent qu'ils ne peuvent pas s'abaisser à cela, et donc on utilise des grands mots pour perdre les gens. Je trouve que c'est dommage, parce que la science est passionnante. Cette histoire de ce coronavirus est passionnante, d'autant plus qu'on est dans la phase sympathique où il ne nous fait plus peur, hein, parce qu'à la limite, je ne vous aurais pas dit qu'il était passionnant au tout début, encore qu'il m'a passionné, mais en tant que scientifique, vous comprenez, c'est-à-dire intellectuellement. Oui, parce pour que vous, c'est un objet de travail. C'est un objet de travail, donc c'était une passion, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai suivi dès le début la littérature scientifique, et un peu comme quand le domaine de l'ARN, des micro-ARN est arrivé en science, c'est des domaines que j'ai pris dès le début, et du coup, je n'ai pas lâché. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un domaine dans la compréhension scientifique dès le début? Ben, vous avez la chance de pouvoir accumuler et suivre à peu près, d'avoir une espèce de compréhension longitudinale de tout ce qui a été exposé à différents moments. Parce que là, vous avez 6 mois de recul maintenant. Oui, un peu plus, parce que oui, un petit peu plus. Ouais. Donc, votre point de vue, il est plus riche. Enfin, c'est le point de vue d'un scientifique qui aurait suivi la littérature depuis le début. Je crois que Laurent Toubiana a fait exactement la même chose. Et donc, de la même façon, il s'est exprimé très tôt. Voilà, il y a des gens qui ont finalement suivi depuis le début. Et d'ailleurs, on a tous vu des choses incroyables, des articles scientifiques publiés finalement, pour que les gens comprennent, sans comité de relecture ou sans comité de lecture. Un article scientifique, vous l'envoyez, et même s'il est sur le domaine concurrent, par exemple, vous êtes mon concurrent, je sors une étude sur un micro-ARN, marqueur de maladie, et parce qu'il y a peu de spécialistes sur le sujet, on vous l'envoie à vous. Et là, vous regardez et vous dites oh, elle a mal travaillé ou autre. Et là, vous renvoyez plein de questions légitimes, parce que c'est très difficile
c'est très difficile de faire une publication scientifique, c'est très difficile d'avoir tout maîtrisé. Et donc c'est important d'avoir un regard extérieur qui dit « Ah ben non, ça c'est pas bien ». Là, tu as fait du linéaire, tu aurais dû faire du logarithmique. Effectivement, l'analyse logarithmique en épidémie, c'est la base. Hein. Et d'ailleurs, je vois que effectivement, ça, c'est du linéaire. Voilà. Voilà. Donc, c'est voilà, tous ces aspects. Et bien là, il n'y avait plus de revue. C'est-à-dire qu'en fait, l'article était envoyé dans des revues magnifiques, dans des revues où j'aurais aimé publier, dans des Lancet. Eh bien, il y a voilà, vous avez eu l'envoi de l'article et l'acceptation de l'article et la publication de l'article dans la foulée. Un peu comme on a vu en une semaine. Avec le scandale du Lancet Gate. Oui, du coup, vous comprenez bien que dans ces conditions, l'éditeur n'a pas le temps de relire tous les articles et donc accepte à tout venant. Avec des conséquences terribles. Avec des conséquences terribles qui auraient pu être franchement évitables parce que dans le cas du fameux Lancet Gate, c'est simplement que le gars, il a reçu son article, l'éditeur a reçu son article scientifique, il suffisait qu'il aille à la case conflit d'intérêts, il lisait ce que le scientifique rapportait de lui-même et il mettait sur le côté en disant suivant. Oui, oui parce que l'un des auteurs était lui-même totalement conflicté. Donc en fait, dans ces cas-là, c'est même pas recevable en fait. Ça n'est pas, voilà, l'article n'est pas recevable dans un tel niveau de conflit d'intérêts. Et de facto, il a donné non seulement des doses d'hydroxychloroquine qui ont tué des gens qui n'auraient pas dû mourir, mais aussi n'a exclu personne, alors que normalement, on doit exclure des déficiences enzymatiques, etc., etc. En tout cas, ça a mis un petit peu l'éclairage sur, on va dire, le côté intouchable de ces revues, finalement, dont le fonctionnement parfois est assez amateur, ou en tout cas précipité. Non, amateur, je dirais pas. Ils savent, le problème, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. C'est ça la difficulté. C'est qu'à ce moment-là, si jamais je suis éditeur, je suis dans une panique qui est celle qu'on nous annonce que la population va être réduite de un tiers. Je peux comprendre qu'à ce moment-là, je passe dans un niveau de publication qui n'est plus le même, c'est-à-dire en urgence. Mais à ce moment-là, je le disclose. Il suffit simplement de dire je vous annonce que désormais la politique éditoriale de mon journal a changé et que j'accepte du tout venant. Oui, la libre contribution. Ça aurait été beaucoup plus transparent, et parce que c'est ça qui s'est passé. D'où le fait qu'il y ait une qualité scientifique extrêmement hétéroclite dans les publications. Alors, juste avant de terminer sur ce qu'on se disait au début, pourquoi c'était important qu'on dise que vous êtes spécialiste de l'ARN, je voulais juste revenir sur ce que je vous disais il y a quelques minutes. Le système immunitaire, comment on le renforce, le stimule facilement pour pouvoir être plus apte à se protéger des virus en général et des bactéries? Le système immunitaire, alors plus que de parler du système immunitaire, j'ai envie de dire, pour être très humble, être en bonne santé. Être en bonne santé, ça veut dire effectivement manger sainement, avoir une hygiène de vie qui soit saine sous tout rapport. Ça veut dire ne pas trop manger, manger équilibré, manger diversifié, faire du sport régulièrement, ne pas être stressé dans la mesure du possible, s'aérer régulièrement, aérer nos maisons régulièrement. Ça, on n'a pas, je ne comprends pas, on a parlé tout le temps de gestes barrières. La mesure élémentaire lorsque une personne est malade, c'est d'aérer les pièces. Je ne l'ai jamais entendu. Pour renouveler l'air qui est confiné. Comme le mot confiné, on sait qu'il est très négatif. Quand on dit qu'un air est confiné, il faut aérer. Donc il faut faire le contraire. Il faut sortir, faire de... S'oxygéner en fait. Ah ben oui, c'est finalement... L'oxygénation est bonne pour le... Ah ben oui, l'oxygénation... Enfin, il y a deux éléments vitaux incontournable pour notre vivant, c'est l'oxygène et le glucose. Si vous n'avez pas l'un et l'autre, vous mourrez. Donc vous avez besoin d'oxygène parce que nous sommes des... et qu'on survit. Mais être en bonne santé, est-ce qu'il faut apporter plus d'oxygène? Donc, ce qui expliquerait que le sport est bon, entre autres aussi, parce qu'il vient apporter une
supplémentaire? Alors le sport a une telle complexité d'apport qu'on ne peut pas le réduire, on va pas le résumer à simplement. Non, ça, je pense que ça serait vraiment réducteur. Mais voilà, on sait depuis tellement longtemps que toute cette hygiène de vie est tout à fait fondamentale. De la même façon que le lavage de mains, on est parvenu à... Je trouve qu'on est au gel, mais les gens, ils ont l'impression qu'ils mettent du gel et ça y est. Mais en fait, on a l'impression qu'ils dissocient complètement le gel et le lavage de mains. Le lavage de mains, c'est tout un protocole, de la même façon que de se mettre du gel, c'est le même protocole. Qu'est-ce qui est plus efficace contre les virus, ce type de virus? C'est le savon ou l'alcool? Il y a eu des études sur le sujet, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a savon et savon. Et donc, il y a une telle... et même, il y a gel hydroalcoolique et gel hydroalcoolique. Donc, en fait, je ne peux plus répondre à votre question parce qu'en fait, il y a une grande diversité des produits utilisés. Voilà. N'empêche que le savon a de ça plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'en fait, il crée une mousse, ce que ne crée pas le gel, et qui et donne la possibilité de rinçage, de dilution. Donc, même si votre geste est mal mis en œuvre, au moins vous avez quand même la dilution aussi qui est importante. Dans du manuportage, la dilution est très importante. C'est-à-dire que manuportage, c'est un gros mot qui veut juste dire que je vais, par exemple, je touche mon masque, j'ai plein de virus sur ma main, et donc je le porte avec ma main transitoirement. C'est sûr que si j'ai rincé ma main, il y a quand même une dilution qui se fait. Donc ça, c'est un avantage du savon. L'autre avantage du savon, c'est qu'il n'agresse pas autant en général les mains que le gel hydroalcoolique. Il y a quand même, les dermatos rapportent beaucoup de cas de gens qui ne peuvent plus mettre du gel hydroalcoolique. On a une barrière bactérienne qui nous protège des virus sur les mains? Oui, notamment l'acide hyaluronique qui est cette espèce de remarquable tissu qui fait que l'épiderme est normalement une barrière contre le fait que le virus ne va pas pénétrer dans votre peau parce que normalement il va être freiné. Alors c'est sûr que plus on astique... L'alcool agresse cette barrière? Oui, l'alcool agresse cette barrière, donc ça c'est toujours aussi... Plus on se passe les mains au gel hydroalcoolique, oui, mais là, cette barrière de voilà, alors du coup là, encore une fois, il y a la raison qu'il faut mettre, et donc c'est pour ça que pour moi, ce qui est important, c'est de rappeler aux gens non seulement l'importance de convenablement se laver les mains, et l'importance de se laver les mains au bon moment. Donc quand on a été à l'extérieur, quand on rentre à l'intérieur, on doit se laver les mains. Que vous rentriez dans un hôpital, que vous rentriez chez vous, que vous rentriez au bureau, vous lavez les mains. Quand avant de faire la cuisine, vous lavez les mains. Quand vous sortez des toilettes, pardonnez-moi, vous lavez les mains. Et donc effectivement, quand vous rappelez ces choses élémentaires, vous vous apercevez que logiquement, en ayant une conscience finalement plus importante de à quel moment je suis sale, vous limitez de fait la propagation du virus. Plus que à se dire, c'est bon, aujourd'hui j'avais le masque toute la journée, alors peut-être que j'ai fait 50 fois ça, comme on le voit, parce qu'effectivement, aucune personne, vous ne voyez jamais qu'ils prennent l'élastique. Donc, et d'ailleurs, on a vu même notre président de la République, il prenait l'élastique ou pas, je sais. En tout cas, j'ai vu qu'il touchait. Par contre, il le touchait et puis il l'échangeait avec ses collaborateurs. Oui, voilà, ça, il le donnait. Alors ça, pour le coup, oui, vous voyez, ça, c'est quand même, il faut comprendre que c'est une bombe bactériologique. Un masque en laboratoire dans un milieu médical professionnel sérieux, est-ce qu'on le jette à la poubelle n'importe où? Est-ce qu'il y a des poubelles spécifiques? Il y a tout un protocole. Donc il y a aussi une aération particulière. Voilà, des pièces où les personnes portent leur masque parce qu'effectivement, il faut qu'ils aient suffisamment d'oxygène. Donc ça n'est pas le cas On fait une utilisation non médicale d'un objet médical. D'où le fait que l'OMS rapporte l'alarme. Exactement. Voilà. Juste avant dernier point, est-ce que c'est bon pour des personnes un peu plus fragiles ou n'importe qui, vous nous le direz, de se supplémenter en des choses aussi simples qu'on a pu voir avec d'autres médecins? Vitamine D, fondamentale. L'Académie de médecine a été remarquable, a sorti un communiqué de presse que vous pouvez aller regarder. Et la vitamine D, on le sait, est vraiment, véritablement,
permet, alors, mais il faut le vérifier, parce qu'en fait, sinon, vous allez être en survitaminose. Donc, l'idée, c'est pas de dire à tout le monde, prenez de la vitamine D. Ce que je pense important, c'est que vitamine D, vitamine C, zinc, magnésium, ce sont des apports absolument élémentaires face à une infection de type viral et notamment de type Covid. Et du coup, il est bon d'avoir un médecin qui vous suit et qui vous dise « Ah, madame, vos niveaux de vitamine D sont un petit peu infraliminaires. Et donc, avant cet hiver, prenez, surtout les personnes âgées, prenez donc une petite ampoule de vitamine D pour remonter. Une vue de l'esprit que ces éléments boostent un peu l'immunité. Ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est complètement scientifique, c'est pas du Ricazaraï, on ne peut plus, c'est l'Académie de médecine même qui l'a rapporté. Donc, comme vous disiez, ne pas faire ça n'importe comment en automédication, faire ça intelligemment avec les médecins. Exactement, exactement. Et si jamais on veut le faire en automédication, à ce moment-là, avoir une alimentation équilibrée reste quand même le meilleur, l'assurance d'avoir le moins de déficit vitaminique possible. Parce qu'on en vient à se surprendre à dire des choses aussi basiques que ça, mais finalement, ça fonctionne. Et pour finir, justement, ce dernier point par rapport à l'ARN, ce qui nous intéressait, parce qu'on en vient à voir qu'il y a une idéologie. La modernité nous impose à croire que c'est la technologie qui va nous sauver, au lieu de ce genre d'approche simple comme une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Le vaccin ? Le vaccin. Il est focus. Le vaccin. Effectivement, on veut nous faire sortir de ce confinement ou demi-confinement qu'on vit aujourd'hui ou de ces gestes barrières par le vaccin. Moi, je demanderais simplement à vos spectateurs de me dire s'ils considèrent que le vaccin est la solution au Covid. C'est-à-dire qu'effectivement, on est quand même en droit de se demander, quand on voit le nombre de décès actuels du Covid, est-ce qu'il y a une justification à envisager un vaccin, sachant qu'un vaccin, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque chez vous une réaction immunitaire, c'est d'ailleurs le but du jeu, et donc il n'est pas neutre. Et l'autre aspect qu'un vaccin a par rapport à un médicament, le médicament va avoir une clarification, c'est-à-dire en fait il va être nettoyé, c'est-à-dire dilué au fur et à mesure dans le temps les molécules que vous avez ingurgitées, tandis qu'un vaccin il reste dans, vous ne pouvez pas dans le corps parce que sa réponse. Pas éliminée. Non, sa réponse, elle est justement tout le but du jeu est que vous ayez une réponse pour toujours. Donc, alors justement, est-ce qu'il ne va pas y avoir une situation lorsque la grippe va reprendre, puisqu'on rappelle que tous les ans, en moyenne en France, la grippe fait 10-15 000 morts. Elle reprend à l'hiver 2020-2021. Beaucoup de cas sont associés à faussement à des cas de Covid. Et puis, on refait partir artificiellement cette épidémie. Du coup, le vaccin apparaîtrait comme la solution miracle, qui d'ailleurs est sur tous les plateaux de télé. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les vaccins? Alors, le vaccin contre la grippe, j'ai quelque chose à dire particulier cette année. Et je l'ai dit il y a des mois, en temps et en heure, c'est-à-dire à un moment où on pouvait considérer être dans l'anticipation. Il n'y a rien de pire que de réagir dans l'urgence, parce que ça va à l'encontre du principe même de la médecine qui est la prudence. Le symbole de la médecine, c'est ce miroir en haut de son bâton et de ce serpent. Et ce miroir n'est autre que la vertu, la première des vertus de Platon et d'Aristote. Les deux l'ont mis en exergue, qui est la prudence. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, le vaccin, la question qu'on peut se poser, c'est soyons prudents. Il est important d'être dans la prudence. Alors, sur le vaccin contre la grippe, moi, il y a deux éléments qui m'ont alerté. Il y a un premier élément d'un article qui avait une grosse cohorte. Une grosse cohorte, ça veut dire un gros groupe, c'est-à-dire de 6 000 personnes, 3 000 dans chaque groupe. Donc, c'est quelque chose de gros. Et il y en avait 3 000 vaccinés contre la grippe et 3 000 pas vaccinés. Et donc, effectivement, il y avait ce qui sortait, c'était que les infections respiratoires étaient plus fréquentes dans le groupe vacciné contre la grippe et non pas les pas vaccinés. Donc, c'est un peu contre-intuitif, on va dire. Mais la grippe n'est pas au rang des infections respiratoires. Et donc, et notamment par le coronavirus.
Donc là, j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant, ne serait-ce que sur cette étude, il est important de se poser la question de l'indication qu'il va y avoir dans le cas où, effectivement, et là on le savait, le virus continuerait à circuler. C'est-à-dire que l'épidémie est terminée, le virus circule. Ça n'est pas la même chose. C'est pas le même événement. Et là, il y a un deuxième article qui est sorti qui montre qu'effectivement, il y a une association entre eux. Donc, ils ont fait ça dans 39 pays et ils ont vu que les pays qui avaient le plus vacciné contre la grippe, la létalité du Covid était la plus forte. Ça, à nouveau, du coup, ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes vacciné contre la grippe, vous avez plus de chances de mourir de Covid, parce que ça serait une causalité que n'établit pas l'association. Mais à partir du moment où il y a association, il y a urgence à investiguer davantage et à poser la question d'une façon très transparente. Est-ce que vous êtes véritablement choqué d'un État qui vous dirait... compte tenu du fait qu'on vit une fin, on a eu une épidémie Covid et que le virus Covid circule encore et qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas cette année s'il y a une indication à se faire vacciner contre la grippe ou pas. On ne sait pas pour les plus de 65 ans. Est-ce que vous seriez véritablement choqué? J'imagine que les gens seraient choqués parce que dans une politique de santé, ça n'est pas tolérable. Mais pourtant, ne serait-ce pas la réalité dans ce qu'on sait aujourd'hui, voilà. Donc, est-ce qu'il n'est pas important de poser la question et puis que peut-être que, contrairement en fait, ce qui est terrible dans ces histoires, c'est qu'on a considéré que les gens étaient irresponsables et incapables de gérer leur propre santé. C'est tout le contraire de ce que je pense et de ce que je promeus à Simplissima. Je considère que par une bonne éducation, par exemple sur le fait de laver les mains, par exemple le fait d'aérer les pièces quand elles sont confinées, nous arrivons à un meilleur état de santé général. Et quand nous arrivons à un meilleur état de santé général, nous arrivons à une prévention d'un certain nombre de maladies qui du coup n'ont plus cours. Par exemple, le diabète de type 2 est d'une certaine façon peut être considéré comme une épidémie parce que nous consommons trop de sucre. Donc, soyons plutôt dans une prévention plutôt que toujours en train de courir après les conséquences de ce qu'on a lancé. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur le vaccin pour la grippe. Sur le vaccin de coronavirus, c'est un tout autre aspect presque. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle branche vaccinale qui se développe, qui soit entre guillemets plus moderne, qui soit les vaccins à ARN, ce qu'on appelle les vaccins OGM. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, c'est effectivement dans le contexte d'urgence qui est celle de ce qu'on nous fait avaler comme une crise sanitaire, voilà, eh bien, on a développé en urgence des vaccins. Et quand on développe en urgence des vaccins, il y avait une nouvelle technologie qu'on n'a jamais utilisée chez l'homme, qui est le vaccin ARN, mais qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Donc effectivement, du coup, qui peut répondre à la production plus massive de doses de vaccins. En quoi il diffère des vaccins traditionnels et est-ce que plus simple veut dire plus sécurisé? Plus simple, parfois, n'est pas forcément positif. En l'occurrence, l'ARN l'ARN, c'est la molécule qui est à la base de ce virus. Justement, c'est ce qu'on détecte par les PCR et sur lesquels on fait dire tellement de choses. C'est pas l'ADN qu'on détecte? Alors, c'est l'ADN qu'on amplifie. C'est l'ARN qu'on détecte parce qu'il y a une étape intermédiaire qui fait qu'on le passe en ADN pour pouvoir faire le staphyloboss. En fait, si je passais sur l'ARN, je ne ferais rien avec mon staphyloboss, ça serait transparent, alors que si je passe sur l'ADN, ça passe. Donc en fait, j'ai fait une étape de faire de l'ARN en ADN. Une transcription. C'est voilà. Ce que fait l'ARN. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et donc, l'ARN
est un état intermédiaire de molécules entre l'ADN et la protéine. Et donc, a de ça de très intéressant, c'est qu'il interfère avec des tas de molécules et notamment avec ce qu'on appelle les micro-ARN, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous mettez un ARN, ben, cet ARN lui-même peut devenir un piège, un micro-ARN, en fait, les conséquences moléculaires d'un ARN, c'est extrêmement difficile de les prédire parce que y a trop de niveaux où l'ARN peut intervenir. Une protéine, en soi, elle ne peut rien faire que si elle a une copine et à ce moment-là, déclencher des cascades. Un ARN, c'est bien plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'en fait, il peut déclencher des cascades parce qu'il peut interagir avec plein de molécules. Donc, un vaccin à ARN peut interagir avec plein de molécules. Et donc, en fait, il y a l'intention qui est de dire je veux provoquer une réaction par la cellule qui va faire que il va y avoir un effet vaccinal du vaccin. Ça, c'est l'intention, c'est théorique. C'est un peu comme tout à l'heure, je vous disais, si j'avais construit le SRAS-CoV-2, théoriquement, je me serais attendue à beaucoup plus de morts qu'il n'y a eu. Et bien là, de la même façon, la théorie fait que je peux m'attendre à un potentiel vaccinal. La connaissance par les gens du monde de l'ARN savent que quand vous allez mettre un ARN dans la cellule, vous n'en êtes plus maître parce que il se passe plein de choses. Pourquoi? Parce que déjà dans la cellule, il ne faut pas se l'imaginer statique, elle est tout le temps pareille, et elle a tout le temps le même nombre d'informations, etc., etc. Et donc effectivement, vous déclenchez des cascades extraordinaires. Tout l'intérêt de travailler sur les micro-ARN comme je faisais, parce qu'effectivement, vous déclenchez des cascades d'effets incroyables et multiples. Alors qu'en général, la protéine, vous êtes plutôt sur une cascade, 2 cascades, 3 cascades, mais c'est un nombre de cascades un peu plus limité. C'est un outil beaucoup plus puissant. On le maîtrise à 100% ou pas? Comment voulez-vous le maîtriser puisque vous ne connaissez pas les acteurs avec lesquels il va interagir dans votre cellule. Donc on sait à l'avance qu'on ne pourra pas maîtriser l'ARN. Par définition. En plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des collègues qui ont fait une publication là sur l'ARN au niveau de la fameuse séquence S dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils ont montré, alors c'est du théorique, c'est du computationnel, mais logiquement, il y a une partie qui doit arriver, que cet ARN au niveau de S, c'est-à-dire l'intention des vaccins actuels, c'est-à-dire ce que développent les laboratoires actuellement, est capable d'interagir avec des petites séquences d'ARN qui ont un impact notamment sur l'olfaction, sur l'odorat, et donc des choses qui ne sont évidemment pas neutres. Et donc, à partir du moment où on sait que théoriquement, elles peuvent interagir avec ces séquences-là, on devrait être. Boîte de Pandore, on ouvre une boîte de Pandore et c'est pour cela que jusqu'à présent, s'il y avait eu des tests en phase 1 de vaccins ARN, il n'y avait jamais eu de commercialisation de ces vaccins OGM. Donc c'est juste de dire que ces vaccins, cette technologie, elle modifie notre génétique, notre ADN, elle va au plus profond de nos cellules? Une information nucléique, c'est le but d'une information nucléique, c'est qu'elle apporte une information. Les autres vaccins, ils apportaient les éléments. Si vous voulez, une façon de le dire, ça serait, vous avez le disque dur, c'est l'ADN, vous avez les applications et les disquettes, c'est l'ARN. Et puis vous avez l'ordinateur, c'est la protéine. Et avant, les autres vaccins n'avaient pas les disquettes, n'avaient pas d'ARN. Et donc, voilà, exactement. Ils mettaient un virus atténué pour que le corps lui-même travaille. Voilà. Et alors, les vaccins, j'attire quand même votre attention sur le fait que les vaccins qui sont basés sur des virus actuellement sont des vaccins qui sont construits sur des chimères. C'est-à-dire où on prend notamment l'anthrax
comme un espèce de squelette à apporter les informations, ou la rougeole. Comme un véhicule. Comme un véhicule, exactement. Voilà. Et donc là, à nouveau, on est, encore une fois, dans un domaine totalement apprenti sorcier. Mais comment en serait-il autrement, puisque dans les délais impartis de, en gros, 1 an, puisque l'OMS nous a préannoncé le programme, puisqu'ils nous ont dit qu'en mi-2021, nous pourrions envisager la vaccination généralisée. Ça, c'est... donc voilà. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que jamais, il n'y a jamais eu, de tout temps de l'histoire du vaccin, on n'a jamais... 10-15 ans un vaccin. Oui, c'est ça, exactement, 10-15 ans. Et d'ailleurs, du coup, il n'y a pas eu de vaccin ni pour le SRAS, ni pour le MERS. D'accord. Alors qu'on était sur des taux de létalité, encore une fois, beaucoup plus importants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une régulation naturelle qui se passe, en fait. On ne peut pas envisager un virus sans envisager les autres virus qui existent. Il y a une espèce de... On serait tous des cobayes. Donc, alors... D'ailleurs, l'INSERM cherche 25 000 volontaires. 25 000 volontaires, absolument. L'INSERM a lancé un test. Alors, le mot cobaye, effectivement, on n'a pas l'habitude de l'utiliser chez l'homme. Et donc, au risque de choquer des gens, je ne vais pas le faire. Cependant, c'est totalement expérimental. Et avec des vaccins qui n'ont jamais été, des types de vaccins qui n'ont jamais été commercialisés auparavant. Voilà. Pour finir, qu'est-ce que vous diriez aux Français qui sont toujours inquiets de ce qui se passe et qui se posent des questions et qui sont abreuvés de stress médiatique? Déjà, il faudrait quand même qu'ils se déstressent. Je pense que à partir du moment où on connaît la réalité, on est moins stressé. Notre réalité de cela, c'est que finalement, on nous a dit qu'on avait eu un excès de 30 000 morts du Covid. C'est un chiffre discutable, mais qu'importe. Il y a 30 000 accidents domestiques par an en France. On ne nous a jamais dit qu'il fallait surtout pas rester chez nous à cause de ces accidents domestiques. Donc, ça veut dire, mettez le focus. En fait, j'ai envie de dire aux Français, j'ai envie de les protéger là où ils doivent être protégés. Il y a eu 30 000 morts dans un cas d'épidémie de Covid. Il y a 30 000 morts par an d'accidents domestiques. Donc, plutôt que de mettre toute l'attention sur le Covid, il est peut-être urgent de mettre l'attention sur les casseroles qu'on laisse à risque pour les enfants. Les 80 000 morts des particules fines. Et les 80 000... Alors, je ne sais pas si elles sont quantifiables de la sorte. C'est une estimation. Très bien. Mais effectivement, d'avoir une espèce de réflexion sur la vie qu'on mène et notre environnement. Voilà, donc il y a quand même eu beaucoup, il y a quand même mes amis psychiatres me rapportent quand même un état très préoccupant, non seulement du nombre de suicides qu'il y a eu pendant le confinement. Ça augmente. Pendant le confinement, visiblement, alors on peut le comprendre. Imaginez, si je suis une personne seule et confinée, et que je n'aime pas forcément beaucoup la solitude, et que je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer, vous avez l'impression que c'est sans fin, et donc effectivement, et puis vous avez l'impression que c'est la fin du monde, parce qu'on vous annonce que de toute façon, on va tous mourir. Donc il y a quelque chose de tout à fait désespérant, qui ne cadre pas avec la réalité, Donc ce que j'ai envie de dire aux Français, c'est travaillez vous-même pour essayer de cadrer avec la réalité. Et ne vous faites pas endormir dans un état de stress hypnotique. Pour moi, on est passé d'une hypnose Covid à une paranoïa Covid. La paranoïa, c'est de ne pas vous serrer la main. C'est de me tenir, de m'éloigner de vous comme si vous étiez le diable en personne, voilà. Et de se méfier de tout le monde. Si on est en bonne santé, pourquoi est-ce que je me méfierais de vous? Donc, si je suis une personne vulnérable, évidemment qu'il faut peut-être que je fasse attention. Mais il faut que je fasse attention comme en toute période hivernale, comme en toute période d'en rentrer en hiver, où nous savons que nous allons avoir la grippe. Donc, pour moi, c'est ça que je dirais aux Français, c'est revenez à des fondamentaux de compréhension de ce qu'est la santé et de ce qu'est votre état d'équilibre psychosomatique, c'est-à-dire l'esprit et votre corps. Et tout cela ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Voilà.
Donc du coup, j'ai envie de finir sur une note positive parce que s'il y a cette compréhension, et j'ai vu que le succès de mes vidéos est complètement viral, moi j'ai à chaque fois communiqué sur des canaux plus que... Alternatif. Voilà, alors vous direz alternatif, moi je dis en tout cas qui n'ont pas du tout de succès d'habitude et voilà. Et ce qui est intéressant, alors à chaque fois il y a quelque chose qui me plaît. Donc sur TVL c'était le mot liberté, j'aime bien le mot liberté, surtout en ce moment. C'est une valeur à laquelle je crois. Et c'est une valeur qui est éminemment républicaine et j'aimerais le répéter parce que c'est quand même, ça a toute son importance. Il y a l'autre canal sur lequel j'ai communiqué qui était Planète 360 parce que Planète, c'est tout ce qu'on est en train de saccager actuellement avec nos masques en plastique sous prétexte de cela. Et puis il y a vous, Nexus, parce que... j'ai lien entre là. Pardon? Ça veut dire lien entre là. Lien entre là. Du latin. Oui, oui. Vous devez connaître mieux que moi. Non, je ne connais pas bien le latin, mais ça, je le savais. Et cela permet effectivement d'aller, de regarder les choses avec un autre prisme. Et c'est ça qui m'intéresse. En ce moment, c'est regarder les choses avec un autre prisme, parce que le prisme du mainstream des médias habituels, j'ai bien vu ceux qui sont capables de commettre, de mensonger sur ma personne et sur le Covid. Donc, je n'ai même pas, voilà, je ne peux pas leur prêter confiance parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Alexandra Henriot-Caude. Mais j'espère que ça reviendra autrement. Parce qu'il y a quand même des... Ah oui, il y a plein de journalistes qui sont en train de réaliser. Il y a une prise de conscience. David Pujadas a fait sa propre analyse des cartes de France. C'était remarquable. C'est ce qu'un journaliste doit faire. Il doit faire sa propre analyse. Et ce n'est pas qu'un journaliste, c'est un Français. Laurence Ferrari est en train de prendre conscience. Donc en fait, tous qui vont dans la donnée primaire prennent conscience. En tout cas, on va travailler dans ce sens-là pour réinformer objectivement les Français. Merci beaucoup Alexandra Henriot-Caude. Merci à bientôt. Au revoir.